Euh, donc, bienvenue à cette micro-version du forum 2025. Euh, bon, je dis quelques mots tout de suite. Mireille était supposée être là avec nous à 12h30. Elle nous a appelé en disant l'avion est cancellé, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Bref, l'avion finalement va partir à 21h de Milan. Donc, elle ne pourra pas, même pas nous rejoindre au cours, disons, de l'apéritif, sauf si on fait un long apéritif. Euh, et voilà, bon, on était un peu, on se disait qu'est-ce qu'on peut faire, surtout parce qu'elle était à l'aéroport. Et à l'aéroport, c'était impossible même de se connecter. Mais Esther et Giuseppe, qui sont des amis en Italie, ont donné leur disponibilité totale incroyable euh, pour aller la chercher à l'aéroport. Donc, ils sont allés la chercher, ils lui ont donné cette chambre magnifique de laquelle on peut se connecter au moins avec elle. Voilà, ils vont recevoir un cadeau du forum pour le geste. Donc, on commence avec ce geste de gratuité, la rencontre. Et, et voilà. J'ai voulu juste une petite intro qu'on pensait de faire euh, pour, pour voir quel thème on veut aborder avec elle aujourd'hui. Et puis, ce sera surtout un dialogue. Hannah Arendt dit en 1978, dans la préface des Vies politiques, que même dans les plus sombres des temps, nous avons le droit d'attendre quelque illumination. Et elle dit qu'une telle illumination ne viendra pas des théories et des concepts, mais de la lumière incertaine, vacillante et souvent faible que des hommes et des femmes, dans leur vie et leur œuvre, font briller dans presque n'importe quelle circonstance et répand sur l'espace de temps qu'il leur est donné sur Terre. Fin de la citation. Nous vivons une époque sombre, à bien des égards. La guerre à Gaza, la guerre en Ukraine, tant d'autres guerres dont on ne parle même pas, mais aussi la solitude de beaucoup, la douleur, la maladie, l'incertitude politique, ainsi que l'incertitude face à l'avenir personnel et plein d'autres choses. Dans tout cela, il est difficile de ne pas se laisser absorber par l'obscurité. Dans un dialogue, Mireille nous disait que dans son pays, c'est vraiment difficile de ne pas se faire bouffer non, par l'obscurité. Tu n'as pas dit l'obscurité, mais par les gouvernements, par tout ce qu'il y a, tout le mal qu'il y a dans son pays. Elle est, comme vous savez, probablement, elle est directrice d'un centre d'accueil au Cameroun. Donc, euh, où elle pourra aussi nous parler un peu de la situation actuelle au Cameroun. Mais là où il y a une lumière, si petite soit-elle, elle permet de voir. Comme on a entendu cet été, par exemple, par certains amis ukrainiens, à un kermesse qui a lieu en Italie à la fin d'août, qui s'appelle Meeting de Rimini, il existe des points de bien qui permettent de continuer à avancer malgré le mal, dans toute l'obscurité. Bon, voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour écouter Mireille. On aurait aimé la rencontrer physiquement, mais on la rencontre avec les moyens qu'on a. Nous voulons voir la lumière qui a illuminé sa vie et qui la rend lumière pour tant de jeunes. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est aussi une anticipation de ce qu'on va faire en mai au Forum Paris qui aura lieu, je commence à l'annoncer, du 8 au 10 mai 2026 au Bon Conseil. Donc, c'est vraiment un début, euh, c'est une anticipation du travail qu'on voudrait faire toute l'année dans la préparation du forum, mais aussi les jours du forum. Voilà. Et moi, j'ai terminé. Je laisse la parole à Francesco qui va gérer. Merci. Et merci. Bonjour Mireille. Moi, j'ai connu Mireille
il y a un an, plus ou moins, à Grenoble, quand elle était arrivée nous faire un témoignage comme aujourd'hui, à la communauté de Grenoble. Et j'étais vraiment frappé de la simplicité avec laquelle elle parlait des joies qu'elle trouve dans sa vie, malgré toutes les difficultés comme vous pouvez imaginer, elle vit au quotidien. Et Mireille, comme Martine a déjà dit, est directrice du centre Limar à Yaoundé, au Cameroun. Et depuis 2018, corrige-moi, Mireille, si je me trompe, mais le centre Limar existe depuis 2002 et c'est une réalité, je voudrais dire, miraculeuse, peut-être, pour le pays. Euh, Mireille et ses collègues aident des enfants qui vivent dans la rue et pas seulement pour les soigner ou pour les nourrir, mais vraiment, comme elle disait il y a quelque temps, aussi pour construire des citoyens pour son pays. Et bon, je ne vais pas dire plus à ce point, je laisse la parole à Mireille. Et merci d'être ici, même si ton avion n'est pas parti. Alors, merci beaucoup, Francesco. On m'entend là? Oui, oui, très fort. Voilà. Merci beaucoup et vraiment bonsoir à tout le monde. Je ne cesse de rire parce que l'imprévu, c'est la chose. Je parle de l'imprévu tous les jours, mais quand ça arrive d'une certaine façon, on a l'impression de ne plus reconnaître ce qu'on a toujours dit, l'accueil de l'imprévu, l'accueil de l'imprévu. Tout à l'heure à l'aéroport, j'ai dit waouh! Et parler avec Paolo, avec Martino, et Martino qui dit non, 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 attends un instant, on va trouver une solution. Et vraiment, je suis contente et pleine de gratitude pour cet instant. J'étais vraiment enthousiasmée d'être avec vous physiquement à Paris parce que c'est d'abord le témoignage d'une amitié qui se veut vraiment être touchable, palpable. C'est, c'est la joie de prendre la route quand quelqu'un t'attend. Donc, c'est ça qui m'a d'abord vraiment animée. Et je remercie tous ceux qui se sont rendus disponibles pour ce moment de partage et de dialogue. Ce moment où nous pouvons élargir le regard pour aller au fond. Donc, comme Martino a dit, je suis Mireille Yoga, épouse Nkamia. Je suis mariée, ça fait 26 ans à Monsieur Nkamia. Et voilà, ça fait 23 ans que je travaille au centre Edima pour l'accueil des enfants de la rue. Et ça fait 8 ans que je suis la directrice. J'ai tout simplement été appelée. Dans un moment de grande douleur, pendant que je ne voulais pas sortir de chez moi, le père Mauricio m'a appelé et il m'a dit, viens, viens, ne reste pas là à pleurer, viens. Nettoie-moi les yeux, les larmes dans tes yeux, parce que la vie ne se voit pas avec les larmes dans les yeux. Regarde, regarde. Et il m'a aidé à regarder et à voir tous ces enfants dans les rues dans ma ville. Une ville dans laquelle je suis née, j'ai grandi, mais je ne savais pas qu'il y avait autant d'enfants abandonnés dans les rues. On pouvait être chez nous 20, 25. Je ne savais pas qu'on pouvait abandonner les enfants dans la rue. Donc, je voudrais d'abord, avant de commencer, vous faire voir les images de notre réalité avec les enfants de la rue. Merci. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. En piqûre
de rappel. Dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter, si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. J'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Rappelle-moi le jour et l'année. Bien, merci beaucoup. En regardant la vidéo avec vous aujourd'hui, c'est 23 années de ma vie qui se déroulent ainsi et je suis émue. Voilà. Je voudrais aussi, avant de laisser le temps aux questions, parce que nous avons dit que nous voulons vraiment un dialogue, je voudrais aussi enchaîner avec la présentation un peu de la réalité aussi, avec un peu l'historique, voilà, une diapo. On va aller assez vite pour donner de l'espace véritablement aux questions, mais là, on aura déjà... Voilà, le centre Edimar. D'abord, je m'arrête sur le logo. Le centre Edimar, ce logo est très expressif pour nous. Voilà. Voilà. Les racines représentent véritablement toutes ces personnes qui soutiennent le centre Edimar. Toutes ces personnes qui sont la partie invisible de cette œuvre. L'arbre, c'est nous. L'arbre est cette expression de la force, de la vie, de la protection, où les enfants viennent se réfugier, viennent trouver de l'ombre et peuvent même cueillir les fruits. Et voilà le chemin. Vous voyez ces enfants, cette représentation du chemin qu'ils parcourent, ces chemins vraiment très difficiles. Les ondulations veulent montrer la difficulté du chemin de tous ces enfants. Donc voilà, le Centre Edimar est cette œuvre qui se veut être une tentative vraiment de récupération de l'humanité abandonnée et détruite.
Voilà, allons rapidement sur nos enfants. Ce sont des enfants à 80% qui viennent de la qui viennent de l'extrême nord du Cameroun, nord et extrême nord, une partie où il y a beaucoup de promiscuité, de grandes difficultés. Donc, on a les destructions de la famille, l'extrême pauvreté, les crises d'adolescence, et ils survivent dans la rue à partir des abris de fortune que vous avez vus dans la vidéo. La mauvaise alimentation, voilà. Essayons d'aller rapidement parce que vous avez déjà vu un peu toutes ces choses-là. Et là aussi, c'est comme ça qu'ils dorment. Là, c'est deux jeunes filles. Voilà. Le centre a été fondé par le père Maurizio Bezzi en 2002. Les travaux ont commencé en 2001, mais c'est en 2002 qu'il a été inauguré. Et en 2017, le père est parti et je suis la directrice depuis 2018. On avance. Alors, notre mission, restauration de la dignité humaine, autrefois volée, et la réinsertion familiale, sociale des enfants de la rue et des jeunes sortis de prison. Allons-y. La plus grosse difficulté, on entre facilement dans la rue parce qu'on vient en espérant qu'on va trouver un avenir meilleur. On vient en espérant qu'on vient à la capitale. Malheureusement, on se rend compte qu'on s'est trompé et notre meilleure compagne devient la drogue et la violence est devenue un outil pour nous protéger. Voilà, comme ce jeune avait dit, c'est une prison traditionnelle. On entre, il n'y a pas les grilles, mais on en sort difficilement. Donc, merci, avançons. On a du mal à trouver la sortie. Donc, nos objectifs sont accueillir, créer des liens d'amitié, c'est très important pour nous. C'est un peu comme l'histoire du Petit Prince. Donc, on essaie d'apprivoiser, de créer des liens qui permettent que les jeunes quittent ces refuges pour nous retrouver au centre. Donc, l'amitié est fondamentale dans notre approche éducative. Et après, on va essayer de soigner, il y aura l'éducation, l'épanouissement, on va rechercher la réinsertion sociale, familiale, professionnelle. On va essayer de sensibiliser le public sur la problématique et on va essayer de mettre sur place des réseaux de partenariat. C'est une problématique très, très, très lourde et qui est véritablement l'image d'une société malade. Merci. Alors, pour la première fois, en février 2025, les enfants de la rue ont participé au défilé au défilé par rapport à la célébration de la fête de la jeunesse. Nous étions vraiment très heureux parce que sur cette image, c'est la grande rue à Yaoundé où on fait le défilé, mais sous les tribunes. Les enfants de la rue dorment sous les tribunes. Ça ne se voit pas à ce niveau-ci. Mais pour la première fois, ils sont sortis de dessous les tribunes pour défiler sur la grande route. C'était un événement. Merci. Allons-y. Nos programmes, l'accueil, la santé, l'éducation, formation et réinsertion, l'éducation à la vie familiale et la présence dans les prisons. Merci. L'accueil, voilà, allons-y rapidement parce que parfois, vous avez vu là où ils dorment, parfois ils viennent seulement pour dormir au centre en changeant de... Voilà, les résultats obtenus, 25 508 présences cumulées au centre, une moyenne de 108 par jour ouvrable. Les visites dans la rue, les tours dans la rue, nous avons rencontré des rencontres cumulées de 12 609 jeunes. Nous distribuons les ballons parce que le football reste la chose prisée des enfants de la rue. 109 ballons ont été distribués et nous avons organisé 2 grandes activités, Edima Vacances et Noël dans la rue. Alors, la santé est fondamentale. Il faut le savon tous les jours, ils prennent les douches, ils lavent les habits,
Ils sont, voilà, ils sont consultés, on donne les premiers soins, on oriente vers les hôpitaux quand le cas est vraiment sérieux et il y a l'accompagnement psychosocial par un psychologue une fois par semaine. Voilà une image de notre infirmerie, il n'y a plus de place. Vivre dans la rue détruit physiquement et émotionnellement. Merci. Au centre d'Imar aussi, dans notre infirmerie, nous avons, là c'est la première greffe de peau qui a été réalisée. Merci. Avec notre médecin, le docteur Yachua et d'autres infirmières, Modestine. Santé dans la rue, les descentes communautaires dans la rue nous permettent aussi de distribuer le savon, de faire les premiers soins, les brosses à dents, les dentifrices et d'orienter. Parce que parfois, les jeunes sont là et ils n'ont pas la force de sortir avec parfois des maladies très graves. Nous les encourageons à sortir et nous les orientons vers les hôpitaux. 5 441 jeunes ont eu accès aux soins de santé, 148 ont été orientés vers les hôpitaux agréés, 23 178 morceaux de savon ont été distribués, une trentaine de jeunes ont commencé un accompagnement psychologique. Ce sont les résultats de 2024. 3 787 soins ont été dispensés, 2242 plaies soignées, 1305 interventions en pédiatrie, 150 cas de tuberculose et 300 cas de paludisme. Merci. Alors, l'éducation au centre d'Imar est la base. Nous avons 2 centres d'alphabétisation, les écoles conventionnelles, l'école dans la rue et les causeries éducatives. L'alphabétisation, allons rapidement, on va passer. Voilà, cette image est restée gravée dans mon cœur parce que ça, c'est la veille de l'examen certificat d'études primaires élémentaires de cette année, de 2024. Les jeunes dorment dans la rue et ils ont un examen officiel. Ils doivent aller composer. Et pour ne pas dormir dans la rue et qu'on ait du mal à les retrouver le matin, l'éducateur responsable de l'école, le directeur de l'école est venu dormir avec eux sur les bancs au centre d'Imar pour qu'ils soient à l'heure à l'examen le lendemain. J'étais vraiment très touchée par cette humanité qui, c'est pas seulement de donner, d'éduquer, mais c'est se donner. Et tous ont eu. Ils ont été 10 qui ont présenté le certificat d'études primaires et tous ont eu. Merci. Voilà aussi notre centre d'activation dans la rue. Cette école est une école qui est née pendant la COVID. Et on avait fermé le centre, on a demandé de tout fermer, mais nous sommes allés rester dans la rue avec les jeunes. Nous nous sommes divisés en 5 pôles dans la ville de Yaoundé. Une éducatrice a pris ce secteur qu'on appelle Etoudi. C'est un endroit qui est réputé pour le commerce, la commercialisation, la vente des bœufs. Et là, il y a beaucoup d'enfants qui flânent au milieu des bœufs et qui, voilà. Elle est allée là, elle a commencé à provoquer les jeunes qui flânaient, les jeunes de la rue, et en demandant comment tu t'appelles, est-ce que tu connais comment on écrit ton nom. Et elle a commencé à écrire les noms des jeunes avec un caillou sur la terre, par terre. Et les jeunes ont commencé à rire, à s'amuser. Une école a commencé en écrivant par terre. À un moment donné, ils étaient 10, 20, 30. Les responsables de ce coin-là ont demandé, mais madame, qu'est-ce que vous faites? Elle dit, je fais l'école. Les enfants veulent apprendre à lire, à écrire. Ils ont dit, venez, on a des salles de Coran. Voilà la salle de Coran qu'ils nous ont donnée. C'est 2 salles comme ça où on a eu près de 160 enfants qui s'asseyaient par terre et qui voulaient faire l'école. Donc, l'image qui suit, c'est, on a un partenaire, Monaco Aide et Présence. En étant au Cameroun, ils ont vu comment ces enfants étaient. Ils ont dit, nous allons refaire les salles de classe. Voilà les salles de classe qui sont actuellement en train d'être construites pour la rentrée prochaine. Merci. Voilà ces enfants qui ont commencé en écrivant par terre, qui sont aujourd'hui scolarisés dans les écoles conventionnelles.
l'école dans la rue, allons-y. J'ai déjà dit, voilà. Là aussi, c'est l'école dans la rue. Ça, c'est le secteur de Mvan, toujours un quartier de la ville de Yaoundé. Allons-y. Les causeries éducatives, on en a parlé. Allons-y. Allons-y, on aura le temps de regarder les formations professionnelles. Allons-y. Les jeunes sont formés, comme vous voyez, divers métiers, les métiers, la menuiserie, la couture, la mécanique, la cuisine, hôtellerie, ainsi de suite. La réinsertion familiale reste l'objectif. Donc, voilà, l'écoute, prise d'information, enquête sociale, avançant. Voilà, l'éducation à la vie en famille. Ça fait 23 ans, comme je disais, que le centre d'IMA est une tentative de réinsertion pour l'enfant de la rue, pour lui-même, pour sa famille et pour la société. Donc, aujourd'hui, nous pouvons voir cet adulte sur la photo, c'est une famille. À 9 ans, il était dans la rue. Il a été accompagné par le centre. Aujourd'hui, il est père de 3 enfants et il a cette charmante femme qui est là. Et c'est un citoyen qui aujourd'hui est responsable et ses enfants sont très braves à l'école. Et nous accompagnons ces familles pour que... Et ces enfants n'ont pas connu la rue. Le papa était dans la rue, mais les enfants n'ont pas connu la rue. Et nous, aujourd'hui, c'est un peuple qui peut... Voilà, avançons. Voilà ces familles-là, un moment de formation, parce que nous faisons des rencontres éducatives avec les parents des couples issus de la rue et les enfants. Voilà, ce sont des moments de formation là. La prison reste aussi l'enfant, quand on parle de la rue, on parle aussi de la prison parce que dans la rue, la première porte qui est souvent, très souvent ouverte pour nos jeunes, c'est la prison. Donc nous les suivons aussi là-bas pour essayer de rechercher. Quand ils sont enfermés, ils peuvent alors avoir la force de dire la véritable identité et de nous aider à rechercher les familles pour qu'on puisse les assister. Mais parfois, c'est nous qui continuons parce que parfois, c'est vraiment la rupture totale avec la famille. Merci. Alors, notre projet Ferme École, depuis 2002, nous avons eu la grâce de recevoir le don d'un terrain de la famille Tchatchou qui nous a permis de construire un abri pour les enfants de la rue. Et aujourd'hui, c'est une possibilité pour nous d'accroître les possibilités de formation et d'emploi des jeunes de la rue dans le domaine agro-pastoral. Notre objectif est donc de former les jeunes au métier de l'agriculture et de la production animale, de promouvoir l'agriculture durable, la transformation et la conservation des produits, d'offrir un cadre de famille, un cadre de vie familiale et communautaire. C'est un très, très, très beau projet que vous pouvez voir là maintenant. Voilà le bâtiment qui est en construction. On peut avancer pour voir encore. Nous avons 10 jeunes qui vivent déjà sur ce site et qui ont commencé à travailler. Voilà, les jeunes de la ferme école, la première promotion. Et voilà, un moment de travail avec eux. Et actuellement, nous avons 6 000 m² de terrain. Nous avons construit la parcelle d'habitation. Nous sommes en train de construire les bâtiments pour les animaux. Nous avons électrifié le domaine et nous avons commencé les travaux déjà de la culture des bananes plantains, de manioc, de maïs. Voilà. D'ici la fin de l'année, on aura des choses très belles à... Nous reviendrons dessus. Voilà les travaux de construction des bâtiments des animaux qui est en cours en ce moment. Voilà l'installation du système photovoltaïque pour l'électrification. Alors, nos ambitions, préparer un plan triennal, parce que c'est toujours vraiment très difficile de trouver le financement pour ce besoin.
le père Mauricio disait, nous ne pouvons pas répondre à tous les besoins, mais je vous assure, c'est plus le temps passe. À l'époque, l'enfant de la rue n'avait pas, il avait faim, il te disait j'ai faim. Il te disait je suis malade, ou alors tu voyais qu'il est malade. Mais aujourd'hui, l'enfant de la rue demande à aller à l'école. Il demande à se former. L'espoir à creuser le cœur. Il se rend compte en suivant le centre Edimar, il peut devenir ce qu'il ne pouvait jamais espérer. L'espérance à regagner les rues. Donc, du coup, ça devient vraiment difficile pour nous d'accompagner cette volonté. Alors, nous sommes en train de préparer un plan triennal. Nous voulons achever la construction du bâtiment d'habitation, même comme ils habitent déjà. Avant même qu'on ne mette la toiture, les jeunes étaient déjà installés. Et un soir, je dis, mais vous êtes installés comme ça, comment ça va? Un me dit, je suis à Dubaï. Il était tellement content d'être installé là et il dormait sur un carton, mais il y avait les murs. Il me dit, je suis à Dubaï. Vraiment, mon rêve, c'est de créer ce Dubaï-là pour qu'il puisse vraiment être à Dubaï. Donc, nous voulons achever la construction de ces bâtiments-là, aménager une aire de jeu, faire de la ferme école un site touristique. Nous voulons agrandir l'infirmerie du centre Edimar, mais agrandir du côté de la ferme école. Donc, et construire des résidences pour rechercher un peu l'autonomie de ce secteur-là. Nous reviendrons là-dessus s'il y a des questions. Voilà, nous remercions vraiment les personnes qui nous suivent, qui nous accompagnent. Monaco Aide et Présence, l'institution missionnaire Pimé, la famille Tchatchou, Support Avaïd, famille Beauchamp, famille Béléni. Voilà, on avance, on a fini. Le centre Edimar, Princesse Grace, est un palais et les princes en sont les enfants de la rue, nous avait dit Feu Monseigneur André Youking lors de l'inauguration au Cameroun. L'enfant de la rue a trouvé un palais. Voilà, merci. Et Mireille, je voulais te demander, tu as montré un peu les activités que vous faites avec les enfants directement avec le centre Limar. Mais qu'est-ce que je te voulais demander, c'était aussi toi au niveau personnel, dans ta maison, dans ta famille, c'est laquelle parfois la façon avec laquelle tu rencontres ces enfants? Et comment? Ah. Et comment tu as eu la possibilité, si tu peux nous raconter vraiment le rencontre avec certains d'entre ces enfants et qui sont arrivés parfois même dans ta maison, un dormant avec tes fils, avec tes enfants biologiques. Alors, enfant biologique que je n'ai pas eu. Tous mes enfants sont des dons. Alors, ils arrivent comment, ou alors ils sont arrivés comment, ou alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que je prends peut-être l'exemple du quatrième qui est arrivé chez moi. J'arrive au centre Edimar un matin et je vois un enfant, il est tout petit et je dis, qu'est-ce que tu fais ici aussi petit? Où est ta maman? Il me dit, ma mère, quand je suis née, elle m'a emballé dans un tapis et elle m'a jeté dans un puits. J'ai dit, non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Demande à mon père. Et il y avait un adulte de la rue assis là à côté qui me dit, oui, Mireille, c'est vrai, c'est vrai. J'ai dit, OK. Je ne voulais plus écouter ça. Il dit, tu connais lire? Tu connais lire et écrire? Non, je vais apprendre. Il dit, alors apprendre à lire et écrire. Je le prends, on va dans la salle de classe, je mets une ardoise devant lui et j'écris des ronds. Je lui demande de faire des ronds. Après 2 ou 3 ronds, il est fatigué, il se couche sur la table, il s'endort. Je le regarde, je dis, mon Dieu, il était tellement petit qu'il n'arrivait pas à bien se poser sur la table. Je le prends, je le mets au dos. Quand il touche mon dos, il me serre. Ah, OK.
Je, j'ai dit, OK, bon, il reste là. Les autres disent, descends, descends, laisse Madame Mireille descendre. Il reste sur mon dos et je n'ai plus pu l'enlever. Il est resté toute la journée sur mon dos. Quand je voulais rentrer chez moi le soir, j'ai dit, bon, écoute, il s'appelait Mohamed. J'ai dit, Mohamed, maintenant tu dois descendre. Moi, je dois rentrer chez moi. Il me dit, non. Il dit, mais Mohamed, moi je pars. Je pars avec toi. Tu vas avec moi où? Chez toi. Le père Mauricio était encore là et il commence à rire. J'ai dit, Maurice, je fais quoi? Il dit, ah, amène-le à la maison. Nous sommes allés à la maison et quand on arrive à la maison, je lui dis, voilà, arrête-toi. Parce que quand on va à la maison, maintenant, il descend et il commence à marcher devant. Arrête-toi, voilà la maison. Quand il regarde la maison, il lève les mains au ciel et il crie, Seigneur, Seigneur, j'ai la maison. J'ai la maison. Moi, je dis, mais je n'allais pas, je ne comprends rien. Je dis, mais il crie tellement fort, mais les mains levées vers le ciel en criant, j'ai la maison. J'entre avec lui et mon mari a entendu les cris avec mes 3 autres enfants. Ils sont sortis et ma fille me dit, maman, c'est qui? Il dit, c'est votre frère. Il dit, bonjour, je m'appelle Mohamed. Bonjour, je m'appelle Mohamed. Bonjour, papa, je m'appelle Mohamed. On se regarde tous. Il se retourne. Maman, je dors où? J'ai dit, OK. Ma fille dit, viens, je te fais voir la chambre. Elle l'amène dans la chambre. Quand il entre dans la chambre, il voit un lit. Maman, le lit, maman, le lit. J'ai dit, OK. À 6 ans, il touchait un lit. Il met la tête sur le lit. Voilà. Mohamed, comme beaucoup d'autres enfants que nous rencontrons dans la rue, crie le désir d'une appartenance. Parce que après quelque temps, il fallait aller voir les autorités. Il faut voir avec son papa qui a été très, très, très malade et qui est mort presque dans mes bras à l'hôpital central. Donc, euh, aujourd'hui, Mohamed a 13 ans. Il va à l'école. C'est un amoureux de football. Et voilà. Merci. Et pendant nos conversations, c'est demandé, en voyant aussi les difficultés que tu trouves, même toi, au quotidien dans le centre Limar, et c'est lequel l'aide que nous, d'ici de la France, on peut te donner au quotidien, vraiment. Voilà. Quelle est l'aide qu'on peut donner? Je disais tout à l'heure que les jeunes de la rue ont espoir. Ils ont espoir parce qu'ils ont fait une rencontre. Ils ont espoir parce que un père, ils ont rencontré un père. Un père a laissé la semence d'une humanité qui aujourd'hui les régénère. Donc l'aide est vraiment l'aide de toutes les formes. Je dis souvent, la première, c'est vraiment une amitié matérialisée. Le centre d'IMA, si nous pouvons faire constituer, comme on a essayé de faire avec l'Italie, Amici et Dima, Italie est née pour soutenir le centre d'IMA dans ses activités. L'aide avec Amici et Dima, cette formule-là qui est très simple, c'est que euh, de façon régulière, chacun met comme il veut, comme il peut, le souvenir de l'existence du centre. Il met quelque chose pour les enfants et euh, de façon régulière, ça devient comme un soutien à distance à l'œuvre. Et chacun peut définir soit par mois, soit par trimestre, soit, mais que nous essayons de faire, ou alors avec vous qui êtes là à Paris, essayez de faire une mailing list des personnes qui vraiment veulent
témoigner de leur amitié à ce que nous sommes en train de faire. Là, c'est une forme. L'autre forme, nous avons les projets que nous vous proposons. Donc, nous pouvons aussi, c'est aussi facile avec la mailing list de vous dire régulièrement qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Parce que notre objectif est véritablement de trouver le moyen d'autofinancer des activités. Parce que c'est très, très difficile d'être tout le temps à la recherche du financement. Le Centre d'IMA, pour le moment, ne produit rien. Le Centre d'IMA, pour le moment, s'il ne reçoit pas un jeune qui est malade, le jeune meurt. Nous voyons des jeunes qu'on met dans des brouettes. On les amène au centre. Quand je quittais, il y a 10 jours, quand je partais du Cameroun, je suis restée, j'ai voyagé avec l'image d'un jeune qu'on a ramené dans la brouette au centre. Il était pourri. Il avait les asticots, il avait les blessures avec les asticots. On n'a pas pu le laver dans les douches parce que si on le lavait dans un endroit fermé, les gens suffoquaient. Les éducateurs ont essayé de créer dans la cour un espace pour le laver. Quand je regardais, j'avais les larmes aux yeux parce que ces éducateurs qui s'occupaient de ce jeune, parmi eux, il y en a qui ont connu la rue. Il y en a qui ont vécu dans la rue. Et ils le faisaient avec une affection qui m'a fait pleurer. Donc, une semaine après, il est mort. Il est mort dignement, il est mort nettoyé. Donc, si nous ne répondons pas à ces difficultés, il y a, bon, il meurt. J'ai envie de dire, mais franchement, c'est une réalité très, très, très difficile. Donc, l'aide, je dis toujours, même à mes frères, à mes amis, à tout le monde, je lutte contre le gaspillage. Je ne voudrais pas que quelqu'un dans sa maison jette quelque chose ou alors trouver toujours des formules. Quand vous avez des choses que vous ne voulez plus, mettez quelque part. Appelez-moi. On trouvera le moyen, on peut transformer parce que les petites choses qui peuvent être inutiles chez vous sont très utiles chez nous. Voilà, il y a toutes ces formes. Mais la forme la plus importante pour laquelle je souhaite vraiment d'être accompagnée, c'est de construire c'est de terminer cette ferme école, c'est de construire cette clinique pour continuer à apprendre sur les enfants. Vous voyez, au centre, on n'arrive plus à bien les gérer, de continuer d'agrandir cette infirmerie en construisant une clinique. Et de construire des résidences où nous pouvons proposer, où nous pouvons, qui peuvent être des logements payants, où nous pouvons, où les fruits peuvent servir à soutenir les activités du centre. Et l'hôpital aussi, l'infirmerie ouverte au public pour qu'il puisse aussi... Voilà, donc c'est un gros projet que je voudrais encore trouver l'occasion de vous présenter et de diffuser. Mais voilà, le besoin, quelle que soit la forme, c'est accueilli et ça sauve. Moi, je juste une dernière chose à te demander. Et après, s'il y a des questions de Martine ou du reste des amis qui sont là, on peut laisser le temps pour te poser des questions. Et nous, on a récemment parlé avant cette rencontre. Et je t'ai demandé si tu pensais que ta vie était belle. Et malgré toutes les difficultés dont tu parles, dont tu as parlé jusqu'à maintenant. Ce qui m'a frappé, c'est que tu as répondu tout de suite, sans hésiter. Oui, ma vie est super belle et je vis le centuple dont le Christ parle dans l'Évangile. Bon, je voulais te demander pourquoi peux-tu dire que ta vie est si belle? Ma vie est belle. Euh, Ma vie est belle parce que j'ai reçu au-delà de ce que je pouvais espérer. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Je me suis enfermée pour mourir parce que je me disais, je ne pourrais pas vivre je ne pourrais pas supporter le poids
du regard des autres. Je ne pourrais pas supporter de ne pas, disons, avoir d'enfants. Et je me rappelle, je me suis enfermée dans ma douche une fois toute la journée. C'est quand mon mari revient du travail qu'il me trouve. J'avais tellement pleuré que je me suis endormie dans la douche. Il est venu me trouver comme ça et il m'a dit, pour moi, tu es plus que 10 enfants. Et ce jour-là, j'ai pleuré. Mais je n'ai plus pleuré parce que j'avais mal, mais j'ai pleuré parce qu'il y avait un bien à côté de moi. Parce que c'est pas évident dans une culture comme la nôtre qu'un homme, qu'une femme ne te fasse pas d'enfants et que tu dises que pour moi, tu es plus que 10 enfants. Là, j'ai réalisé que le sacrement de mariage que j'avais, c'était véritablement euh, le Christ lui-même qui me rejoignait là-dedans à travers cet homme. Et j'ai pleuré encore, mais pour demander les forces de l'accueillir à travers cette modalité-là. Donc, ça s'est ouvert avec l'invitation du Père Maurice à aller dans la rue parce que je ne comprenais toujours pas quelle est la solution, quelle est la formule. Mais voilà, il m'invite à aller avec lui dans la rue. Et dans la rue, le premier jeune que je rencontre dans la rue et qui me dit, Mireille, est-ce que je peux venir chez toi? Je l'amène chez moi et il me voit m'asseoir sur les genoux de mon mari. Et quand je me lève, il vient s'asseoir à son tour. Et quand je le vois, je vois mon mari le porter. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il porte un garçon aussi sale qu'il ne connaît pas, qu'il voyait pour la première fois. Après, je lui demande quand on est à deux, mais pourquoi tu as porté ce jeune dans tes bras? Il l'a porté comme un bébé. Et il me dit, bon, il m'a demandé s'il pouvait venir dans mes bras pour goûter à ce que veut dire être dans les bras d'un père. J'ai commencé à pleurer parce que j'ai dit, alors, le père Maurice me disait quand il m'a demandé d'aller dans la rue avec lui, peut-être que Dieu t'appelle à une maternité spirituelle. Et je disais, mais c'est quoi la maternité spirituelle? Je ne comprenais pas. Alors là, dans la rue, un jeune m'a mis le couteau sur le ventre en me disant, c'est une femme comme toi qui m'a fait naître. Ça, c'est son couteau. Ça peut être toi. Je ne la connais pas. Dégage. J'avais un long couteau sur le ventre et j'avais quelqu'un qui avait une violence et une douleur que je pouvais comprendre parce que la douleur de ne pas savoir qui on est, la douleur, et moi j'avais la douleur de la recherche de ce qui était de quelque chose, bref, des douleurs qui se rencontrent et quand je lui dis, si tu me fais entrer le couteau dans le ventre et que ça te donne la réponse à ta douleur, vas-y. Mais si ce n'est pas ça, viens, parce que je suis ici parce que je cherche à avoir un enfant. Toi, tu es là parce que tu cherches ta maman. Je fais donc semblant d'être ta mère et toi, tu fais semblant d'être mon fils. Et on suit parce que le père Monsieur était là, il était tout content, il était léger, Je voulais être aussi légère que lui. Je voulais voir ce qu'il voyait. Je voulais comprendre pourquoi il est content. Je voulais être heureuse. Et voilà. Et là, j'ai commencé à comprendre ce que ça peut être la maternité spirituelle. Et quand je vois mon mari porter un enfant de la rue, je dis, OK, ça veut dire qu'il y a aussi la paternité spirituelle. Donc, nous sommes appelés à vivre la maternité et la paternité spirituelle. Et pour ça, j'ai encore pleuré parce que j'avais besoin d'aide. Et voilà, je me retrouve après 11 ans de mariage. J'ai fait une première adoption, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. Je suis aujourd'hui à 11 enfants à la maison. L'année dernière, par exemple, quand je me suis rendu compte que la maison était pleine d'enfants et j'ai regardé mon mari au milieu de tous ces enfants qui est plus engagé que moi, qui... Bref, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui rend possible? Qu'est-ce qui... Voilà. Et j'ai demandé à retourner à l'église parce que je me suis dit, j'ai besoin de remercier pour cette intensité. Je n'ai plus eu l'occasion de rester à pleurer sur moi. Je n'ai plus eu l'occasion de me plaindre.
j'ai eu, même dans la douleur la plus difficile, parce que en 2015, je crois, je me retrouve enceinte et je perds la grossesse. C'était une douleur aussi vive, mais qui a été reprise par un ami qui me dit, l'ange t'a visité dans la chair et dans le sang. Donc, à chaque fois, il y a eu cette possibilité d'élargir le regard, d'aller en profondeur de la réalité qu'on a sous la main pour te permettre d'aller au fond et de goûter véritablement à quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, de beaucoup plus beau. Et parfois, qu'on a du mal à exprimer, parce que mon fils me disait, bon, le fameux Mohamed me disait, lors de mon anniversaire, il m'a écrit, par exemple, Maman, tu es ma mère, je suis ton fils, je t'aime, tu ne peux pas imaginer, tu ne peux pas comprendre, tu comprendras. Il me dit, tu comprendras. Et je le regarde, il avait gardé son goûter, il n'a pas mangé de la journée, son goûter, il l'a laissé pour moi comme cadeau d'anniversaire et il me dit, tu comprendras. J'étais, je, je sais pas, bref, je vis le centuple véritablement. C'est pourquoi, comme je disais, l'année dernière, je suis repartie à l'église pour remercier Dieu de cette vie qu'il a choisie pour moi. Véritablement, c'est embrasser l'imprévu et l'imprévu te dévoile qui il est. Il m'a dévoilé avec le temps que c'était véritablement lui et que c'est encore lui. Et j'ai encore envie de m'abandonner davantage. Donc, avec la robe blanche l'année dernière, je me suis couchée par terre pour me redonner à ce mystère qui m'a entraîné dans une aventure qui n'a pas de fond. Et c'est une attraction à chaque fois. À chaque fois, peut-être je parle beaucoup parce que je reçois tellement. Tu as des jeunes, quelqu'un qui avait 11 ans dans la rue, qui est diplômé, un diplôme que dans l'informatique, programmation, des choses compliquées. Et quand il t'appelle, il crie, il dit maman, maman, maman. Tu te demandes, mais c'est quoi? C'est extraordinaire. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être, je dis toujours aux gens, peut-être venez chez nous, venez voir ce que nous faisons, venez même voir ce que vous faites. Parce que tout cela est possible parce qu'il y a des personnes qui ont cru en nous et qui nous soutiennent. Merci. Je pense qu'on peut prendre 15 minutes ou plus s'il y a des questions. Sauf que si quelqu'un a une question, il doit venir ici ou bien on répète parce que elle entend juste là. N'ayez pas peur. Oui, je répète ta question. C'est un peu annexe, mais nous avons connu il y a très longtemps le père Maurice Sobesti qui venait à Paris pour apprendre le français avant de partir au Cameroun. Je voudrais savoir si tu continues. Marie-Michel, attends un instant. Comme ça, elle entend directement. Vas-y. Oui, pardon, excuse-moi. Nous avons connu et nous avons été très touchés de connaître le père Maurizio Bezzi il y a très très longtemps quand il est venu apprendre le français à Paris. Et ça a été une rencontre très importante pour nous. Et donc, nous avons connu tout le début de ce qu'il a commencé de faire au Cameroun. Et je suis très émue en entendant tout ce que tu racontes. Et en fait, je voudrais savoir si le père Maurizio continue de t'accompagner et comment. Oui, Marie-Michel, bonsoir. Le père Maurice continue de m'accompagner.
sa présence paternelle ne m'abandonne pas, ne nous abandonne pas. Il est, en tout cas, moi, j'ai toujours besoin de lui, toujours, il est très attentif à ce que nous faisons, mais vraiment euh, de façon, euh, pas qu'il s'implique encore dans les choses à faire, mais il reste un père, comme un père qui a travaillé et qui aujourd'hui regarde ses enfants porter, avancer avec la maison familiale, avancer avec sa fatigue. Parce que quelqu'un qui a, le père Mauricio a beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, pour nous, c'est un honneur de marcher sur ses pas. Il a été père pour beaucoup d'entre nous. Il a transformé, il a su... Bref, moi je dis toujours, il a mis sur notre terre la semence d'une humanité, d'une nouvelle. Et ce que nous faisons, c'est tout simplement d'arroser, d'enlever la mauvaise herbe, de veiller à ce qu'elle ne meure pas, à ce qu'elle grandisse. Donc, mais il est toujours là et il nous accompagne beaucoup. Il est là, Marie-Michel. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas le Père Maurizio, tu peux dire très vite qui est? C'est un père de la congrégation des pères missionnaires du Pimé qui a fait plus de 30 ans au Cameroun. Donc, en étant au Cameroun, il a porté au Cameroun l'expérience de la fraternité de communion libération. Il a fait cette proposition qui a touché beaucoup d'entre nous parce que je reste toujours très touchée par comment est-ce qu'il avait commencé. Il fait la messe et à la fin de la messe, il y a une jeune fille qui vient le voir et qui demande qu'il bénisse son chapelet. Et il lui dit, ben, tu as été à la messe, ça veut dire que ton chapelet est déjà béni. Elle dit, non, 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 j'ai beaucoup de problèmes, mon père bénit mon chapelet. Et il dit, non, j'ai pas envie de bénir ton chapelet, mais j'ai envie de te donner une amitié qui défie le temps. Et elle a dit, donne-moi cette amitié. Et cette amitié nous a rejoints. Nous avons soif d'une amitié qui défie le temps. Euh, voilà, le Père Mauricio, voilà, les amis qu'il a laissés, nous essayons de, 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 de- de soigner cette amitié véritablement autour de la proposition, le charisme de Don Giussani, autour de... Bref, le Père Mauricio, c'est un peu ça. En entendant l'histoire d'Edimar, qui l'avait beaucoup frappé, parce que le nom Edimar, c'est un jeune au Brésil qui refuse de tuer, parce qu'il a fait la rencontre de quelqu'un qui l'a désarmé. Parce que quand on peut voir les gens, mais on ne les rencontre pas. Mais une enseignante a pu le rencontrer. Et la rencontre avec cette enseignante a ouvert ses yeux sur la réalité qui l'entoure et a lui enlevé la force de répondre à la violence par la violence et la force de continuer à se droguer et à se détruire. Donc, c'est à ce niveau-là que le Centre Edima essaie d'être pour les enfants de la rue, véritablement rencontrer la rencontre qui donne sens, qui donne espoir à la vie. Salut. Moi, j'ai une question en fait sur la dernière chose que tu as dit, parce que moi, je suis Lucia. Parce que en fait, c'est ça. J'imagine aussi que c'est une décision de eux aussi de vous suivre. En fait, euh, euh, chaque garçon que vous prenez, il décide de vous suivre ou parce que vraiment c'est difficile aussi de changer toute la vie, non?
j'imagine aussi que voir, à être vu comme vous le Nous le regardez, voyons. c'est vraiment incroyable, mais vraiment c'est difficile aussi de De suivre. suivre. Oui. Est-ce que toujours elle est comme ça? Non, c'est très vrai, Lucia. Il y a beaucoup de résistance. C'est difficile de... Nous connaissons un peu l'expérience de la difficulté à se laisser aimer. Et nous voyons, c'est pourquoi qui se laisse aimer et qui te suit, c'est un miracle. Moi, je dis toujours, Attention. quelqu'un qui se laisse aimer et qui te suit, c'est véritablement, c'est pas escompté, c'est un miracle. Donc, il y a beaucoup de difficultés à, à, à ce que les... C'est pourquoi nous avons parlé d'amitié au départ. Et ça prend beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de patience. C'est un travail. Ce sont des jeunes qui sont déjà profondément blessés. Et quand on est blessé, on ne fait pas tout de suite confiance. On a peur. On a construit des bunkers. On a enfermé son cœur dans un bunker. On n'arrive même pas à donner son véritable nom. On a peur. Donc, la première difficulté pour nous, c'est de faire que quelqu'un commence à laisser que tu pénètres son cœur et que tu... Voilà. Et aussi, ça joue avec toute la culture environnante, avec les superstitions, avec les abus, il y a vraiment beaucoup de difficultés. Quand on parle d'enfants de la rue, de réinsertion, c'est pourquoi nous allons rencontrer des milliers, mais quand on va dire scolarisé, en formation, on va revenir sur des dizaines, on va revenir sur la centaine pour la scolarité, mais vraiment, c'est des chiffres déjà énormes. Donc, il y a beaucoup de résistance à... C'est pas que tous nous suivent, non. Et parfois, il y a des déclics. Je me rappelle toujours ce jeune qui était dans la rue et qui a mis une fille enceinte parce que la rue, c'est aussi ça, c'est la drogue, c'est le sexe, c'est les enfants qui naissent, qui meurent, c'est... Il a mis une fille enceinte et quelques mois après, il vient me dire, elle a accouché. Il dit, mais elle n'était pas, c'est pas, elle n'était pas à terme. Comment elle a accouché? Elle est où? Elle est à l'hôpital. Ah, et l'enfant? Dans mon sac. Dans ton sac? Il avait un sac en bandoulière. Il était dans mon bureau. Dans ton sac, il y a un enfant. Il me fait ça. Je me lève, j'ouvre son sac, je vois le corps d'un tout petit bébé dans son sac. Et j'ai refermé la porte, j'ai sorti l'enfant de son sac. J'ai regardé l'enfant, j'ai signé l'enfant, j'ai fait une prière et je lui ai demandé d'aller enterrer l'enfant. Il est parti. Quand il est revenu, il me dit, Mireille, c'est fini. Fini. Je ne me drogue plus. La rue, c'est fini, c'est fini. Juste, j'ai vu comment tu as regardé cet enfant. Mireille, ma vie, bref, il l'a quitté, ça a été quelque chose qui a tout, je ne sais pas comment ça s'est passé dans sa tête, mais il a regardé comment je regardais l'enfant et il a tout arrêté. Donc, la, si on ne, si on n'a pas l'expérience, si on ne voit pas certaines choses, on ne peut pas pouvoir les faire. Engendre qui se laisse engendrer, comme disait Martineau. Et véritablement, ce que nous essayons de faire avec les jeunes de la rue, c'est montrer quelque chose de différent. C'est les aimer pour qu'ils puissent aimer, être avec pour qu'ils puissent
aussi être capable, tu ne peux pas grandir dans un environnement hostile et on te demande d'avoir un cœur. Donc, et c'est pourquoi le groupe que nous accompagnons, parce que les enfants, ils font des enfants vraiment comme ça. Et il y a un gros travail que nous faisons pour sensibiliser ou alors pour accompagner, pour montrer l'importance de la vie qu'ils ont entre les mains. Je me suis retrouvée un matin avec une jeune fille de 17 ans qui arrive à mon bureau. Je lui dis, assieds-toi. Je ne peux pas m'asseoir. Pourquoi? J'ai perdu les os. Et tu fais quoi là? Comment tu es là? J'étais paniquée. Elle était en train, elle a perdu les os. Je dis, mais tu dois être à l'hôpital. Pourquoi? Je voulais accoucher dans la rue. On m'a chassée. On m'a dit, va, maudite. Tu ne connais pas le centre d'Imar. Tu ne connais pas Madame Mireille. Va au centre d'Imar. Elle est venue au centre d'Imar. Avec les pieds, elle avait l'eau qui coulait sur les pieds. Et aujourd'hui, elle a accouché parce que l'enfant a 5 ans, mais voilà. Bonjour Mireille. Yes! Bonsoir. Bonsoir. Alors, bon, avec tout ce que tu dis, bon, tu nous embarques, c'est un grand voyage. Mais moi, j'avais une question parce que, bon, vous avez compris, on se connaît depuis longtemps. Donc moi, le centre d'Imar, au début, c'est quelques personnes, Maurizio, toi et les quelques autres qui étaient autour. Mais ça, c'était il y a 15, 20 ans. Donc maintenant, je comprends qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde puisque tu nous parles du centre, des écoles différentes dans Yaoundé, de la ferme, etc. Donc, j'imagine qu'il y a énormément de salariés avec vous et en même temps, ce qu'on perçoit, c'est que l'esprit est resté. Alors, ma question, c'est un peu que tu nous aides à comprendre d'abord l'étendue et le nombre de personnes qui travaillent là, parce que ça doit être fou, et comment on arrive à transmettre une histoire, comme tu dis, une amitié, qui était votre amitié des premiers entre vous, et dont j'ai l'impression qu'elle continue. Alors là, ça me paraît encore plus impressionnant parce que c'est quelque chose d'accueillir des jeunes, mais de former des éducateurs et de vivre cette amitié entre éducateurs, c'est... Voilà. Essaye de nous expliquer un peu. Voilà. Alors, effectivement, nous sommes une grande équipe aujourd'hui. Nous sommes 10 salariés et beaucoup de volontaires. Avec les volontaires, les consultants, les bénévoles, nous sommes autour de 26 personnes qui travaillons, les enseignants dans la rue. Alors, oui, je peux dire que nous communiquons, nous avons, voilà, il y a les personnes qui ont travaillé avec le père Mauricio, la majorité de ces personnes sont encore là. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'autres personnes parce qu'au départ, avec le père Mauricio, on travaillait comme caritatif. Le Sac d'Ima était une façon, c'était une caritative. On n'allait pas véritablement pour un travail. Donc, quand il est parti, on a dû, seul, je ne pouvais pas. J'ai rencontré un ami, Alberto Mina, en Italie, qui m'a dit, Mireille, on va te soutenir, on va t'accompagner. J'ai parlé tout à l'heure de l'expérience de Amici Dimar. C'était vraiment l'idée géniale de Alberto qui a tout de suite commencé à me présenter à ses amis, à l'ami d'un ami, à rechercher des personnes, à me faire rencontrer des groupes, des communautés, comme à Grenoble la dernière fois et avec vous aussi maintenant. Donc, et parmi ces personnes, il m'a aussi fait rencontrer Gianpaolo Silvestre de AFSI. Et véritablement, la rencontre avec lui a été
salutaire parce que quand il m'a vu, on se connaissait déjà, il connaissait le père Mauricio, il connaissait le centre Edima. Il m'a dit, OK, AFSI va soutenir le centre Edima. Et à partir de là, on a monté le dossier pour que AFSI soit reconnu au Cameroun. Donc, depuis près de 4 ans, AFSI est reconnu au Cameroun et nous accompagne. Donc, notre force aujourd'hui, c'est on est parti de là et on a aussi eu la grâce d'avoir des personnes fidèles au Père Mauricio, des personnes qui accompagnaient le Père Mauricio et qui ont aussi cru en nous, comme l'association Monaco Aide et Présence, qui véritablement nous a aidés à aller dans la rue. Parce que quand le Père Mauricio part, nous sommes perdus, nous sommes orphelins, il n'imaginait pas lui aussi qu'il devait partir. Le centre n'a rien. Et nous avons parlé avec la présidente de l'association Monaco. Je me rappelle que je lui disais, s'il te plaît, aide-moi à payer les salaires pour que nous continuions à aller dans les rues. Et elle m'a dit, d'accord. Je voulais au moins que les éducateurs parce que c'est un travail qui demande beaucoup de temps à l'humain. Et quand ils m'ont rassuré de nous accompagner avec les salaires, on pouvait aller dans les rues. Et avec le temps, AFSI a commencé à trouver le moyen de nous soutenir par des projets d'éducation, de santé. Et voilà. Entre-temps, ces actions-là nous faisaient véritablement comprendre la providence qui ne nous abandonne pas. Et du coup, on pouvait aussi faire la lecture de ce qui nous arrive. Parce que je me rappelle véritablement au début, ou alors peu de temps après le Père Mauricio, le centre n'avait rien, mais dans mon cœur, je disais, OK, c'est comme si on reste là jusqu'à ce que le film finisse et que les écritures on commence à voir les écritures. Et puis, je me suis retrouvée à l'hôpital central avec le papa, comme je disais, de ce petit garçon qui est pratiquement mort dans mes bras. Je n'avais pas d'argent pour le soigner. Et la chose qui m'a fait rester en face de lui parce c'était la peau sur les os. Ce qui me tuait, c'est qu'il me reconnaissait. Mais j'avais l'impression qu'il était tellement souffrant qu'il pouvait ne plus me connaître. Mais il me dit, Mireille. Quand il appelait mon nom, c'est comme si l'au-delà appelait mon nom. C'est comme si... Et je suis restée, pas parce que j'avais la force ou parce que je voulais rester. J'avais envie de fuir parce que j'avais peur. Mais je suis restée parce que il était là. Il était quelqu'un qui a grandi dans la rue. Il avait le souffle de vie. C'était un homme. Il avait mal. Et si je me tournais, personne ne se serait rapproché. Et je suis restée en me disant, si le Père Mauricio était ici, qu'est-ce qu'il aurait fait? Je me suis rappelée de tous ces amis qui disent, on va te soutenir, on va t'accompagner. J'ai dit, mais tout ça, c'est pas pour moi, c'est pour lui. Il doit aussi faire partie de mes amis ou alors de toutes ces personnes qui sont attentives à la souffrance de l'humanité. Martine nous a dit dans son introduction, on est dans un monde aujourd'hui, le mal est partout, mais on ne peut pas se cacher le visage, on doit regarder. Et pour regarder, on a besoin des amis, on a besoin des espaces, on a besoin parce que quand je rentre, quand je regarde avec tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites. Et là, en me penchant vers celui-là ce jour-là, j'ai voulu qu'il me touche, mais j'ai dû mourir pour qu'il me touche. Parce que s'il me touche, c'est comme si la mort te touche. Mais quand je me suis effacée de l'intérieur pour qu'il puisse rencontrer quelque chose qui le sauve. Et il m'a touchée pour trouver la force et s'accrocher pour s'asseoir. Il n'a pas pu boire de l'eau. Et à la fin, quand je vois qu'il s'est accroché à moi et il me dit, Mireille, et là maintenant, je peux le voir comme un vivant. Et là maintenant, je peux vouloir mettre l'eau sur ses lèvres.
Et là, il me dit, Mireille, attends. Attends parce qu'il ne peut pas boire. Mais j'ai autre chose à lui montrer. J'ai les photos de son fils. Je lui dis, regarde ton fils. Et là, il peut regarder son fils. Et en voyant son fils, il a tout vu. En voyant son fils, il a guéri. En voyant son fils, il a dit, Mireille, rentre chez toi. Et il s'est endormi. Cette mort, la mort, on peut souffrir et on peut mourir comme sereinement. Et il s'est endormi sans être enragé par rapport à sa condition. Il s'est endormi en disant, en étant tranquille. Pour lui, là, c'était vraiment un édima sans argent. Pour lui, j'ai dit, je resterai. Je resterai. Et voilà, après, le centre devient ce que ça devient. L'unique chose que nous savons, c'est d'être une présence. Et le reste, Deux dernières questions. Il y a une question en chat qui dit si les gouvernements camerounais vous apportent un soutien. Est-ce que les gouvernements dans ton pays vous apportent un soutien? oui, le soutien, nous sommes sous la tutelle du ministère des Affaires sociales qui vraiment nous accompagne et encadre toutes nos activités. Nous avons surtout la chef des affaires sociales de ma circonscription qui nous accompagne beaucoup, qui nous aime beaucoup, qui... Bonjour Mireille, Bonjour. c'est Paolo, on se verra tout à l'heure. Mireille, Ciao Paolo. ciao. Dans une des slides que tu nous as montré, si j'ai bien vu, tu mentionnais le fait que beaucoup des enfants sont des musulmans. Oui. Et en fait, comme votre œuvre est une œuvre aussi, tu l'as dit, pour laquelle l'éducation est centrale, je voulais un peu comprendre comment une œuvre qui naît finalement, tu nous as bien expliqué, d'une expérience chrétienne, par rapport à la question de l'éducation, se positionne vis-à-vis d'enfants qui sont musulmans ou peut-être aussi d'autres religions. Comment le centre traite un peu cette question-là? Merci beaucoup Paolo. Et au centre d'IMA, la question de la religion a disparu. Mine de rien, on ne... Bon, pas disparaître, bref, c'est pas, nous ne parlons pas religion, mais nous mettons l'accent sur l'homme. Nous mettons l'accent sur la personne. Et quelles que soient les appartenances religieuses qui entrent au centre d'IMA, ils sont traités vraiment de la même façon. La question de la religion vient individuellement. Ça dépend de l'éducateur qu'on rencontre, ça dépend du chemin qu'on fait avec un tel ou un tel. Mais ce n'est pas ce qui est proposé au départ. C'est au départ, véritablement, c'est une amitié. Et comme je disais, dans la rue, il y a beaucoup de musulmans parce que beaucoup viennent de la partie nord, extrême nord, nord. Beaucoup de jeunes viennent de là. Et voilà. Mais chaque éducateur, avec ce qu'il a, avec ce qu'il propose, peut, ça peut aboutir vers, ça peut le pousser à se dévoiler plus tard. Donc, nous avons fait, par exemple, la vacance du mouvement Communauté de Libération du 4 au 9 dernier. On avait 3 musulmans qui sont venus à la vacance avec nous et ça a été un moment très, très beau. Ils sont restés même pendant les messes, mais après, ils allaient prier à la mosquée et ils participaient à la messe avec nous. Vraiment sans problème. Et j'ai, par exemple, nous avons bon, d'autres éducateurs, chacun aura sa... Et moi, particulièrement, j'ai certains jeunes qui sont même devenus même des éducateurs aussi, qui
qui m'ont suivi dans la proposition éducative de Don Giussani et qui aujourd'hui n'ont pas besoin de moi pour faire les écoles de communauté, pour se marier à l'église, pour faire, comme pour dire que dans la proposition, au départ, c'est pas une question de religion, mais quelqu'un peut te suivre et à la fin être touché par une proposition et te demande, comme un jeune m'a écrit dernièrement, je voudrais me baptiser. J'ai dit, ah, tu veux te baptiser? J'ai fait comme je n'ai pas compris une fois, il a écrit, il a demandé encore, il demande encore une troisième fois. Qu'est-ce qui te pousse à demander le baptême? Bref, c'est... Oui, très rapidement. Quand même. Oui, oui. Ouais, il y a une toute non. Dernière question. Est-ce que tu est-ce que tu parles? Question en plus, on Ouais. saute à la parole. Alors, bonsoir Mireille. Déjà, Bonsoir. bravo pour ces initiatives-là. Alors, ma question, c'est quoi? Déjà, c'est quoi la capacité du centre? Vous recevez combien de personnes par année? Et après aussi, bon, je me dis, avec vos capacités, vous pouvez pas peut-être garder un enfant ou des jeunes pendant 10 ans ou 15 ans. Et après, ces personnes-là, lorsqu'elles sortent du centre, c'est quoi les actions en fait que vous mettez en place pour les suivre, pour s'assurer que ces personnes-là se sont vraiment réinsérées dans la société, qu'elles ne vont pas retomber encore dans sa vice, car vous savez déjà, on peut facilement tomber dans ces choses-là. Et après aussi, c'est quoi vos plans sur le long terme? Est-ce que vous comptez étendre vos activités à tout le Cameroun ou peut-être aller au-delà même des frontières du Cameroun? Merci. Merci beaucoup. Voilà, nous n'avons pas... Bref. Le centre Edima, actuellement, dans sa nature, est un centre de jour. Ça, nous ouvrons... les jeunes ne dorment pas au centre Edima. Nous ouvrons à 10 h et nous refermons à 17 h. Les jeunes ne dorment pas. Et le Père Mauricio a beaucoup joué sur la liberté en disant que ne faisons pas un centre d'assistance, faisons un centre d'éducation. Le centre se refuse d'être un centre d'assistance pour que les gens viennent, qu'on donne à manger, on leur prépare un lit, voilà. Les jeunes viennent et la proposition que nous faisons les pousse progressivement à choisir, comme je disais. Donc, ils repartent dormir dans la rue et ça fait qu'ils commencent à peser. Ils passent des journées belles au centre d'Ima et après, quand ils sont dans la rue, ils commencent à être dégoûtés. Ils commencent à demander, à te dire, à faire ressortir ce qu'ils veulent. Je ne veux plus dormir dans la rue. Je ne veux... Ou alors, il vient, il a été, disons, bouffé par les moustiques ou par Après, il revient. Bref, ils essayent de faire ressortir ce qu'ils veulent. Et là, nous accompagnons ce qu'ils veulent. Celui-là qui voudra peut-être quitter la rue pour louer une chambre, peut-être retourner en famille, peut-être. Nous commençons à suivre ce qu'il veut. Alors, nous agrandissons comment? C'est vrai qu'en avançant avec les désirs de chaque jeune, il y en a pour qui c'était vraiment difficile de trouver une réinsertion. Et c'est pourquoi l'idée de la ferme école, c'est un peu le prolongement, c'est pour répondre non seulement au problème de où est-ce qu'ils peuvent dormir, mais c'est aussi pour répondre au problème du travail. Nous avons aussi beaucoup scolarisé, beaucoup formé, mais après, il n'y a pas de travail. Quelqu'un disait après la licence, Mireille, on a quitté la rue, on vous a suivi, on a la licence, on n'a pas le travail. Et il fallait retourner sur le marché, faire la brouette, faire le pouce. Et ils ont dit, si on avait su, on serait resté là, peut-être qu'on aurait fait des économies. Donc, pour répondre à tout ça, nous avons donc la ferme école que j'ai présentée dans les diapos pour ne plus former en masse et laisser, mais proposer des formations agricoles parce que les terres, nous les avons, mais nous pouvons travailler les formations pour qu'ils puissent
être capacité, être capable de s'autonomiser. Nous ne comptons, bref, nous n'avons pas la force vraiment de couvrir le Cameroun ou de couvrir même Yaoundé. Même notre proposition, vraiment, même dans la ville de Yaoundé, nous avons seulement 5 pôles. Et même dans les 5 pôles de la ville de Yaoundé, nous ne pouvons pas répondre à tous les besoins. Il y a beaucoup d'enfants dans les rues. Donc, nous accompagnons vraiment les jeunes qui ont pris conscience et qui sont en train de faire des pas vers la réinsertion. Tu disais, tu parlais de comment est-ce qu'on s'assure qu'ils ne rechutent pas. Je disais, c'est un travail qui demande beaucoup de patience. Et nous essayons, c'est pourquoi ça commence par une amitié, avec une proposition d'amitié qui défie le temps. OK, il faut savoir que tant que tu marches, tu peux compter sur nous, nous sommes là, nous t'accompagnons. Bref, c'est une proposition de vie. Ce n'est pas le problème de répondre simplement aux besoins, mais c'est vraiment accompagner dans... Je ne sais pas si je réponds à la question. Mais... La dernière micro-question. Les micro-réponses. Micro-réponse. Dans l'accompagnement des jeunes, je crois qu'il y a un moment où privilégier, je crois le mercredi, quand vous faites ce que nous, on appelle l'école de communauté, mais qui est un temps d'échange avec eux. Si tu, voilà, c'est un peu la suite de ce que tu es en train de dire. Exact. Je veux que tu en parles un peu plus. Si, nous le faisons tous les mercredis. Comment? Bon, nous, le responsable de cette activité, M. Pascal, un professeur de lycée, ils ont choisi des thèmes en fonction soit des choses qui marquent dans l'école de communauté que nous faisons, soit des choses qui viennent de la rue, soit des problématiques liées à eux. Et on essaie de mettre ça sur la table dans un moment d'échange psychoéducatif. Parfois, nous invitons les professionnels de la santé, de l'éducation. C'est un espace vraiment très important pour l'accompagnement de masse. Merci Mireille. Et ça, ce que me frappe de tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant, c'est vraiment le fait que c'est pas nécessaire de donner de la nourriture, de soigner les gens et de s'arrêter là. Un rapport est vraiment nécessaire et c'est beau le mécanisme. Moi, je regarde comment tu regardes les choses et ma vie change. Ça change aussi pour moi. Et comment l'exemple que tu as fait avec l'homme qui est arrivé avec l'enfant. Et c'est beau, comme on en disait, qu'il faut avoir la liberté vraiment de dire oui, soit de ton côté, soit du côté des gens qui arrivent te demander de l'aide. Et c'est comme ça, par cette liberté, par cette liberté de dire oui, que le miracle, comme on disait au début, ça passe. Et, et bon, c'est juste beau de voir comment, comme ça, avec cette communauté fidèle que tu disais, euh, il y a des hommes nouveaux qui sont vraiment nés à nouveau pour être des citoyens, pour être des éléments qui changent le pays. Et bon, que ce que je retiens de tout ça, c'est que l'exemple que tu as fait, les exemples que tu as fait de Mohamed et des autres enfants dont tu as parlé, c'est de dire que vraiment ça vaut la peine de vivre la vie ensemble. Et, et quand cette amitié se bien sont présents, et je peux me dire que je suis bien aimé, et ça vaut vraiment la peine de vivre. Et, et je pense que c'est une expérience que ça passe pas seulement des enfants dans la rue au Cameroun, mais qui est vrai aussi pour nous. Merci. Merci beaucoup, Francesco. Merci. Merci beaucoup, Martino. Merci à tout le monde. Merci.
Euh, on a une petite annonce à faire parce que l'amitié avec toi peut continuer dans des formes que le Seigneur en va inventer et j'espère qu'on pourra te revoir. Merci beaucoup. Ah non, ok. Non, attends, et les gens ne te voient plus. Donc, euh, Merci. il y a concrètement aussi, comme elle disait, une amitié. Comment tu l'as défini? Une amitié matérialisée. On pourra trouver des manières pour échanger des informations. Justement, Exact. la fantasy sera... euh, bon, on va voir. Mais déjà, on a trois possibilités aussi de soutenir les centres d'IMAR concrètement. Ah, Voilà, maintenant on les voit. Euh, Comme il y a ce IBAN qui permet de verser directement sur le compte d'IMAR. Paolo l'a déjà fait, donc on sait que c'est possible, tout fonctionne, on peut verser même en euros, donc c'est simple. exact. Il y a deux autres possibilités qu'on propose, puisqu'on est là. Disons, si vous voulez, même à la fin de cette rencontre, on va récolter de l'argent en espèces, euh, pardon, ou en carte bancaire. Et ce sera par le biais du compte du Forum Paris qu'on va reverser tout l'argent que vous donnez aujourd'hui au centre d'IMAR. Et on a mis même un lien sur les canaux YouTube où cette rencontre sera retransmise. On a mis un lien pour payer directement sur les comptes. Toutes choses qui sont données là passeront directement au centre d'IMAR. Merci. Et bon, puisque tu n'es pas venu aujourd'hui, tu devras revenir. Disons, tu viendras, mais tu arriveras un peu tard à Paris. Bon voyage. On remercie Merci. aussi, bon, on va leur écrire Giuseppe et Esther qui t'ont accueilli chez eux. Oui, ils sont là. Ciao, Esther. Ciao. Merci beaucoup. È stato un momento bellissimo anche per noi, grazie. Prego. Et bon, rendez-vous Forum Paris 8-10 mai 2026 au Bon Conseil qui est un peu loin ici, disons. Si Mireille, tu veux venir, tu es la bienvenue pour voir. C'est une grande histoire d'amitié aussi. Et, D'accord. bonsoir. Bon, et pour ceux qui veulent, ici, on peut faire un apéro, un petit apéro. Et voilà, c'est tout. Ciao, bon voyage, Mireille. Merci beaucoup. Je reprends la route de l'aéroport et sais que cette fois-ci, c'est pour la bonne. Merci de tout cœur. Ok.